Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique, écrivain et chroniqueur spécialisé en astronautique dans les médias québécois. Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Toujours un plaisir de se retrouver à la fois Mathieu puis de penser que vous nous écoutez. Bienvenue pour une nouvelle année. Et bien aujourd'hui, c'est une autre carte blanche que je m'offre. Donc, c'est la 6e, je les ai notées. Donc, c'est-à-dire que je t'ai envoyé, Claude, les questions hier. Et puis, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est de parler des lunes du système solaire. Quand on pense à l'univers et quand on veut en parler, bien souvent, ce qui va nous venir d'abord, c'est les étoiles, les planètes, les exoplanètes, les trous noirs. Et un petit peu moins, je pense, en tout cas, les satellites naturels, ça vient, mais on en parle moins. Et quand on pense à la recherche de vie extraterrestre, bien, on pense beaucoup aux exoplanètes. Évidemment, c'est très difficile de détecter des lunes si lointaines. C'est pour ça qu'on cherche des exoplanètes qui pourraient abriter la vie. Mais il y a peut-être aussi des lunes qui, autour de ces exoplanètes-là, qui abritent aussi la vie. Donc aujourd'hui, j'avais le goût qu'on en parle ensemble, puis on va se concentrer vraiment sur les lunes de notre système solaire. Mais pour mettre la table, Claude, je pourrais peut-être commencer par te poser la question, ce serait quoi la définition d'un satellite naturel? Effectivement, c'est une bonne question parce que souvent les gens se la posent. Par définition, une planète, c'est un astre d'une assez grande taille qui gravite autour d'une étoile. Donc, on connaît les 8 principales planètes du système solaire. Une lune ou un satellite naturel, c'est un astre qui gravite autour d'une planète. Donc, c'est le cas évidemment de notre lune. On parle que c'est un satellite naturel. Les lunes, ce sont des astres d'assez grande taille, parce qu'il y a aussi des fois des poussières, des grains de poussière qu'on ne considère pas comme des lunes, là. Mais quand ça a une certaine taille et que ça gravite autour d'une planète, on appelle ça des lunes. On peut peut-être souligner que dans notre système solaire, on n'a pas repéré de lunes autour de Mercure et de Vénus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en aurait peut-être, mais ils seraient très petites. Il pourrait avoir quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre tout au plus. Mais comme on n'a pas très, très bien observé l'environnement de ces planètes-là, ça se peut qu'on ne les ait pas vues. Chose certaine, depuis la Terre, on ne voit aucune lune autour de Mercure et de Jupiter et de Vénus. Évidemment, la Terre a sa lune, la fameuse lune. J'ouvrais une parenthèse en disant qu'au début de l'ère spatiale, on parlait souvent des premiers satellites, les premiers Sputnik, on disait que c'était des lunes artificielles. On les considérait comme des lunes puisqu'elles tournent autour de la planète, de notre Terre, et artificielles parce que c'est nous qui les avons fabriquées. Fait que les premiers satellites, on les appelait parfois des lunes artificielles, et il y avait le satellite naturel qui était la Lune. Si on continue rapidement, Mars a 2 lunes, 2 petites lunes. Et ensuite, les 4 grosses planètes, eux autres ont des lunes à la douzaine, on va le voir. Là, il y a un très, très grand nombre de lunes. Donc, on parle d'astres qui tournent autour des planètes. Et comment se forment les lunes? J'imagine que ça ne doit pas toujours être de la même façon. Est-ce qu'on sait comment ça se forme, ces lunes-là, autour des planètes? Effectivement, il y a probablement différentes origines. Je dis probablement parce qu'on ne les connaît pas tant que ça, les lunes. On ne les a pas si bien étudiées que les planètes, donc il y a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a beaucoup de lunes qui se sont formées en même temps que les planètes, possiblement en gravitant autour du Soleil, donc étant elles-mêmes des planètes, pour avoir été un jour capturées par l'une ou l'autre des planètes. C'est le cas probablement des planètes géantes. Fait qu'il y a peut-être des lunes qui étaient à l'origine des planètes qui ont été capturées, qui se sont formées en même temps que les autres planètes et qui ont été capturées. Il y a des lunes aussi, surtout des petits astres qui mesurent des fois quelques kilomètres de diamètre, qui sont probablement des restes de la formation du système solaire. C'est-à-dire que c'était la matière première qui a servi à former les autres planètes, mais cette matière-là n'a pas été utilisée. Et à ce moment-là, ces lunes-là, ils sont intéressantes parce que c'est la matière première, c'est les origines du système solaire. Ça serait intéressant d'aller les étudier, peut-être même de ramener un jour des morceaux en laboratoire. Et on peut parler de notre lune, évidemment, qu'on connaît beaucoup mieux. La théorie qu'on a actuellement, je pense que ça reste à être confirmé, mais c'est très vraisemblable, c'est que notre lune s'est formée un peu après la Terre. C'est-à-dire que la compréhension qu'on a, c'est qu'au début de la formation de la Terre, notre planète aurait été percutée par un astre de la taille de Mars, un astre donc de peut-être de l'ordre de 6000 km de diamètre. La Terre mesure 12 700 km de diamètre. Donc, la Terre aurait été percutée par un astre de la taille de Mars qui aurait
pulvériser une bonne partie de la croûte terrestre qui se serait donc déplacée dans l'espace. Pendant un certain temps, la Terre aurait eu un anneau de débris autour d'elle, un peu comme les anneaux de Saturne, et cet anneau-là se serait condensé, la matière se serait rassemblée ensemble pour former notre Lune. Donc, notre Lune serait une partie de la Terre qui se serait formée un peu après la Terre, et la Lune, à ce moment-là, était beaucoup, beaucoup plus proche de la Terre qu'elle l'est aujourd'hui. Comme on en a déjà parlé dans un balado il y a quelques mois, la Lune a tendance à s'éloigner de la Terre. Depuis donc 4 milliards d'années, la Lune s'éloigne tranquillement. Pour être aujourd'hui, elle est à 385 000 km de la Terre, à peu près en moyenne. Là. Mais toujours est-il que la Lune s'est formée donc un peu après la Terre, à partir de débris, à la suite d'une collision fantastique. Évidemment, lorsque la collision est arrivée, il n'y avait évidemment aucune vie sur Terre, là, ou s'il y en avait eu, elle aurait été pulvérisée elle aussi. Donc la Terre aurait été victime d'un cataclysme très, très important à ses débuts qui aurait donné naissance à notre Lune. Et on parle parfois de rotation synchrone. Ça veut dire quoi, ça? C'est un phénomène qu'on retrouve assez souvent. D'ailleurs, on le connaît très, très bien sur Terre. C'est le fait que l'astre, la Lune, le satellite naturel, fait un tour sur lui-même en même temps qu'il prend pour faire un tour autour de la planète. C'est le cas de notre Lune. Hein? Notre Lune fait un tour sur elle-même en 28 jours et comme par hasard, elle fait le tour de la Terre en 28 jours. Ça a pour conséquence qu'on voit toujours la même face, la fameuse face visible de la Lune. Et ça, c'est dû au fait que les lunes sont beaucoup plus petites que les planètes. La masse de ces lunes-là est beaucoup plus faible que celle des planètes. Et c'est la planète qui capture en quelque sorte, qui conditionne la rotation de la Lune. Donc, c'est parce que la Terre est 81 fois plus massive que la Lune. Donc, la masse de la Terre a fait en sorte qu'elle a calé la Lune et de sorte que la Lune fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour autour de la Terre. Donc, elle présente toujours la même face. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve assez souvent dans le système solaire. Il y a plusieurs lunes comme ça, dont la période de rotation est la même que la période de révolution. C'est pas un hasard, c'est la présence de la planète, de la masse de la planète qui a conditionné ce facteur-là. Donc, dans beaucoup de cas, si on était sur les autres planètes, s'il y avait de la vie sur les planètes, ils verraient certaines de leurs lunes ayant toujours la face visible et il y a une face cachée qu'ils ne verraient jamais. Ce que nous verrions avec la Lune, c'est un phénomène assez fréquent. C'est assez fréquent. C'est pas un hasard, dans le fond, c'est ça, comme tu le dis. C'est de la mécanique céleste. Oui, exactement. OK. Très intéressant. Bien, maintenant, je pense que ça met la table. J'aimerais ça, Claude, qu'on fasse un survol des lunes du système solaire. Il y en a beaucoup. Il y en a des centaines. On ne pourra jamais toutes les voir aujourd'hui. Absolument. Mais j'en ai fait une sélection des plus importantes, je pense, là, qu'on pourrait traiter. On va faire un survol là, de chacune d'entre elles. À commencer par, bien, tu as déjà parlé du fait que, à notre connaissance, Mercure, Vénus, il n'y a pas de lune officielle. Il y a peut-être des petits objets là, qu'on a manqués, mais officiellement, il n'y a pas de lune. Exactement. On n'a jamais repéré. Exactement. Ce qui fait, je trouvais ça intéressant en préparant l'émission, ce qui fait que notre lune, c'est la première lune, c'est la lune la plus près du Soleil, dans le fond, là, officielle, là, qu'on a repérée. Donc, on commence par elle parce qu'on va y aller en ordre de distance au Soleil. Donc, notre lune, peux-tu nous en parler, notre belle lune qu'on peut voir tous les soirs, toutes les nuits? C'est ça. C'est un objet fascinant à plus d'un titre. En fait, on a souvent parlé de la conquête de la Lune, de l'exploration de la Lune. Il faut savoir, d'une part, que jusqu'aux années 1970, et on va y revenir un peu plus tard, le système Terre-Lune avait une caractéristique, c'est que la Lune mesure 3500 km de diamètre, la Terre mesure 12 700. La Lune, par rapport à la Terre, c'était l'objet le plus gros par rapport à sa planète. On disait presque parfois que c'était quasiment un système de double planète. Une planète de 12 000 km et une planète de 3 500 km. C'était donc une particularité parce que quand on va, par exemple, dans le cas de Mars, les lunes sont minuscules, beaucoup plus petites que la planète. Et c'est le cas des autres lunes à travers le système solaire. Donc, une des premières caractéristiques, c'est que la Terre possédait à peu près l'une des plus grosses lunes par rapport à la dimension de la planète. La Lune a joué probablement beaucoup de rôles dans nos vies. Par exemple, on pense que la Lune a joué un rôle très important du fait qu'il y a de la vie sur les continents, sur la terre ferme. C'est-à-dire que je pense qu'on vous a tous entendu parler que la Lune génère les marées. S'il n'y avait pas une Lune aussi imposante que notre Lune, il y aurait peu ou pas de marées sur Terre.
Et le scénario qu'on imagine, c'est que, bon, on sait que la vie est apparue dans les océans. Et là, à cause des marées, il y a des créatures marines qui se sont aventurées en territoire sur le bord des berges, si je peux dire. Et quand l'eau s'est retirée, il y a des créatures qui se sont retrouvées un peu prisonnières de la terre ferme. Ils ont réussi, certaines, à survivre tant bien que mal jusqu'à la prochaine marée pour peut-être revenir à l'océan. Et il y a des créatures, graduellement, tranquillement, pas vite, qui se sont dit, on va rester sur la terre ferme. Donc, une hypothèse que les scientifiques ont émise, parce qu'on n'a pas d'autres exemples, fait qu'on ne peut pas le comparer, mais que s'il n'y avait peut-être pas eu de lune, ou en tout cas si on n'avait pas eu une lune aussi imposante que la nôtre, s'il n'y avait pas eu de marée sur Terre, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de vie sur les continents, que la vie serait restée dans les océans, qui est un environnement beaucoup plus clément que la terre ferme. Donc, la Lune, le fait qu'elle soit assez grosse, le fait qu'elle soit assez proche de la Terre a généré des marées qui ont peut-être fait en sorte que si on existe aujourd'hui sur les continents, c'est un peu grâce à elle. Un autre élément important de la Lune, c'est évidemment, depuis des millénaires, les humains ont été fascinés par notre Lune. On la regarde le soir et parce que même vous, en tout cas moi, chaque fois que je vois la Lune, je m'arrête un instant, je suis toujours fasciné, même si on y est allé. Mais ça l'a beaucoup fasciné l'humanité qui s'est dit, non seulement il y a la Terre, mais il y a quelque chose dans les airs. De quoi s'agit-il? Il y a eu beaucoup d'hypothèses, on en a parlé dans certains de nos balados. Et là, on s'est mis à comprendre que la Lune était un astre, une espèce de planète. Et là, on s'est mis à rêver d'aller sur cette planète-là. Ce serait quoi d'aller sur la Lune? Qu'est-ce que c'est si on était sur la Lune? Est-ce qu'il y a de la vie sur cette Lune-là? Est-ce qu'il y a des lunautes? Est-ce qu'il y a des êtres intelligents comme nous avec qui on pourrait communiquer, etc.? Et là, je vous parle quand on est au 16, 17, 18e siècle. Donc, la Lune nous a fascinés. Et moi, je dirais que la Lune a probablement fait en sorte, nous a donné beaucoup le goût d'explorer l'espace, d'aller dans l'espace. D'ailleurs, dans les années, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le rêve qu'on a, c'est d'aller sur la Lune. Tintin, Hergé nous l'a fait vivre avec Tintin. Jules Verne nous l'avait fait vivre un siècle plus tôt. Et évidemment, quand dans les années 60, dans les années 50, on a commencé à avoir des fusées assez puissantes, là, on s'est mis vraiment à rêver d'aller sur la Lune. Fait que moi, je considère, je ne pense pas me tromper, que la Lune a joué probablement un rôle très, très important dans notre envie d'en savoir plus, dans notre envie d'explorer l'espace. Explorer l'espace au début de façon un peu théorique, là, en l'observant, en essayant de comprendre de quoi il s'agit, et éventuellement de dire on va y aller sur place. Et évidemment, on s'est rendu sur la Lune dans les années 60. Donc, tout ça pour dire que le fait que la Terre possède une grosse Lune a joué des rôles fort importants à la fois dans l'apparition et le développement de la vie sur Terre, et évidemment dans notre évolution, le fait qu'on s'est peut-être rendu dans l'espace par le goût d'aller un jour sur la Lune, rêve qu'on a réalisé évidemment en 1969. OK. Maintenant, la planète Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Je ne sais pas si je les prononce bien, oui, Claude. Tout à fait. 2 petites lunes pour notre planète voisine Mars. Exactement. Tu sais, pour donner un exemple, je disais que la Terre mesure 12 750 km de diamètre. Mars mesure 6 500 km de diamètre. Les 2 lunes, ils mesurent 12 et 20 km de diamètre. Et ce n'est pas des lunes sphériques. Notre lune à nous, elle est ronde, hein, c'est une belle sphère. Là, on a affaire à 2 cailloux qui mesurent à peu près 12 km et 20 km et qui ont une forme plutôt allongée. On les a souvent comparés au début, surtout avec leur couleur, un peu à des vieilles pommes de terre un peu toutes cabossées. Donc, Mars possède 2 petites lunes qui, évidemment, de par leur taille, ne génèrent pas de marée. S'il y avait eu de l'eau sur Mars, il n'y aurait pas eu de marée. Elles sont difficiles à voir à partir de la surface de Mars. En fait, certaines de nos sondes nous ont photographié. On les voit dans le ciel, mais c'est des petits points lumineux, un peu comme quand nous, on voit des étoiles dans le ciel ou quand on voit les autres planètes. Fait que s'il y avait eu, entre guillemets, des Martiens sur la planète, ils auraient probablement été pas fascinés comme nous par la présence de Phobos et Deimos. D'abord, il y aurait eu peut-être un peu de difficulté à les repérer, à prendre conscience que ce sont des satellites naturels de Mars. Et la question se serait peut-être pas tellement posée en disant qu'est-ce que ce serait que d'aller sur Phobos et Deimos? Ces 2 petits points lumineux infiniment petits. Et ça prendrait des bons télescopes sur Mars pour repérer qu'il s'agit de vieux cailloux, de vieilles pommes de terre, si je peux dire. Donc, Mars possède 2 petits satellites. On sait aussi qu'entre la planète Mars et Jupiter, il y a la fameuse ceinture d'astéroïdes, là, qui sont des débris de l'origine du système solaire, ce qu'on pense. Et on pense que Phobos et Deimos pourraient être des astéroïdes qui appartenaient un jour, à une certaine époque, à la ceinture d'astéroïdes et qui auraient peut-être été capturés par la planète Mars.
Ce qui fait que là, ça représente un intérêt intéressant, c'est-à-dire on est intéressé d'aller étudier ces deux objets-là de proche, peut-être même de rapporter des échantillons de la planète, de faire des analyses du sol et de la planète, et d'en rapporter sur Terre, parce qu'on a peut-être en main des débris de l'origine du système solaire, c'est-à-dire que Phobos et Deimos seraient peut-être des astéroïdes qui sont les restes de la formation du système solaire. Donc, on a affaire peut-être à des objets très, très anciens qui n'ont pas vraiment évolué depuis ce temps-là. En tout cas, chose certaine, les deux petits satellites de Mars sont très différents de notre Lune et on les connaît encore relativement peu et il y a encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, il y a des missions depuis longtemps. Les Russes, d'ailleurs, dans les années 90, avaient envoyé une mission qui avait pour but d'étudier ces deux satellites-là, mission qui a échoué lamentablement, malheureusement. Et il y a d'autres projets à l'avenir. Il y a d'autres pays qui s'intéressent à l'étudier, ces deux satellites-là, parce que c'est peut-être le meilleur exemple des débris du système solaire auxquels on aurait relativement facilement accès, puisqu'ils se trouvent en périphérie de Mars. Dans le fond, on parle d'aller sur Mars un jour, mais jamais il a été question d'aller sur les lunes de Mars. Elles sont beaucoup trop petites, hein? Ben, c'est-à-dire, on pourrait y aller, mais c'est justement, ils ne sont pas très intéressantes, étant donné que c'est ces deux roches. Évidemment, il n'y a aucune atmosphère, il n'y a aucun phénomène géologique sur ces astres-là. Ce sont des astres morts, alors que juste en dessous, la planète Mars est beaucoup plus intéressante. Mais probablement que si un jour on envoie une expédition habitée sur Mars, ils vont quand même s'intéresser à ces satellites-là, ne serait-ce que des s'observer de près, et qui sait, peut-être envoyer une petite sonde automatique qui irait chercher des échantillons. Ça reste intéressant, mais juste à côté, il y a la planète Mars qui nous fascine depuis longtemps et beaucoup plus que les deux vieilles pommes de terre qui gravitent autour. Et ensuite, il y a aussi Jupiter, la grosse planète du système solaire. Il y a probablement là, plus de 80 satellites naturels autour de Jupiter. J'en retiens 4 qui sont les lunes galiléennes, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Est-ce que tu peux nous en parler? Absolument. En fait, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais l'existence de ces 4 principales lunes, qui ont à peu près la dimension de notre Lune, là, ce sont des gros objets, ça n'a rien à voir avec Phobos et Deimos. L'existence de ces 4 objets-là est à l'origine de l'une des grandes révolutions dans notre connaissance humaine. Je vous ramène en 1609-1610, lorsque Galilée est le premier à utiliser un télescope. Et Galilée, donc, il va observer un peu tout ce qu'il a observé dans le ciel, donc la Lune, il va observer Vénus, il va observer évidemment Jupiter. Et là, il va voir autour de Jupiter 4 petits points qui, nuit après nuit, de toute évidence, gravitent autour de Jupiter. Ce sont les fameuses 4 lunes que Mathieu vient de nommer, les lunes galiléennes qu'on appelle. Et cette découverte-là, moi, j'imagine toujours, là, si les journaux avaient existé à l'époque, là, il y aurait eu un petit entrefilet dans un journal qui aurait dit un illustre inconnu italien observe 4 petites lunes autour de Jupiter. Observation anodine. Sauf qu'il faut savoir qu'à l'époque, on a la conviction que tout tourne autour de la Terre, que tout gravite, que la Terre est le centre de l'univers et que tout tourne autour de la Terre. Or, cette simple observation-là de Galilée, qu'il y a 4 petits objets qui tournent autour de Jupiter, montre qu'il y a au moins une exception. C'est-à-dire qu'il y a au moins 4 objets qui ne tournent pas autour de la Terre, mais qui tournent autour de Jupiter. Donc, cette observation-là, faite au début des années 1610, a jeté par terre notre dogme à l'effet que nous sommes le centre de l'univers, que tout tourne autour de nous. C'est pour dire des fois, je sors cet exemple-là, puis je l'aime beaucoup, parce que quand on pense des fois à quoi sert la recherche scientifique, les astronomes des fois découvrent des nouvelles galaxies ou des nouvelles planètes, puis les gens se disent à quoi bon, là, il y a tellement de problèmes sur Terre. Tu sais. Ben là, on a un exemple d'une découverte tout à fait anodine, 4 petits points lumineux, parce que ce que Galilée voyait dans son télescope, c'était juste 4 petits points lumineux. Ces 4 petits points-là, le fait qu'ils tournaient autour de Jupiter, ont changé complètement notre vision de l'univers. Donc, une découverte fondamentale qui a sûrement, s'il y avait eu des journaux de l'époque, j'aurais aimé ça lire les articles, qui a sûrement été rapporté comme étant quelque chose de très, très anodin, mais qui a eu un impact magistral sur notre compréhension de l'univers. Parce qu'à partir de ce jour-là, on s'est mis à comprendre que tout tourne pas autour de la Terre et que même dans un premier temps, on a pensé que tout tournait autour du Soleil, puis on s'est rendu compte évidemment que la Lune tourne autour de la Terre, mais les autres objets tournent autour du Soleil, mais le Soleil, c'est une étoile parmi tant d'autres, etc., etc. Fait que c'est le début de la révolution de la connaissance scientifique. OK, donc 4 lunes, je ne sais pas si tu t'es rendu là, mais on peut commencer par Io. Io, c'est un satellite qui a à peu près la taille de la Lune. Ils ont sensiblement la même taille.
c'est un beau satellite parce qu'il est de couleur jaune, jaune-orange, rouge. Il est très coloré. Parce que sur Io, il y a des dizaines de volcans en éruption. C'est l'astre du système solaire où il y a le plus de volcans en éruption. Il y en a un peu sur Terre, des volcans. Et les volcans crachent du soufre et ça a pour conséquence que le soufre, dépendamment de certaines compositions et de certaines formations, va avoir la couleur jaune, va avoir la couleur jaune-orange, va avoir la couleur rouge. Donc, la surface d'Io est très, très spectaculaire. C'est un bel astre à observer parce que quand on observe, on pense à notre Lune. Hein? Notre Lune, elle est grise, elle est brune dans certaines circonstances. Les satellites de Mars sont brun caramel selon certains éclairages. Dans le cas d'Io, il y a de la couleur et il y a de l'action aussi. Il y a des volcans. D'ailleurs, les sondes voyageurs ont photographié des volcans en éruption. C'est le seul exemple qu'on connaît dans le système solaire de volcans en éruption en quantité. Et c'est des volcans qui crachent du soufre. C'est donc évidemment un astre où il ne se ferait pas nécessairement bon vivre, mais c'est un astre très coloré, très, très beau. OK. Io, donc, une lune volcanique. Ensuite, Europe. À quoi ressemble Europe? Europe est un peu plus petit que notre Lune, avec 3000 km de diamètre. Je rappelle que la Lune a 3500 km de diamètre. Évidemment, je donne des chiffres ronds, des chiffres plus ici. Ce qui est intéressant sur Europe, c'est un astre extrêmement intéressant. C'est un astre qui est couvert de glace. D'ailleurs, sur les photos, on voit des fois ce qui ressemble à des patinoires. On voit des craquelures, un peu comme à la surface d'un œuf qui aurait été craquelé. La surface d'Europe est souvent très blanche parce qu'elle est couverte de glace. Il y a aussi de la roche. Et ce qu'on a découvert surtout, c'est que dans l'ensemble, Europe est recouverte d'une couche de glace d'à peu près 50 km d'épaisseur. Mais sous cette épaisseur-là, il y aurait une importante couche d'eau, je pense, d'une centaine de kilomètres d'épaisseur. Là. Je dis ça de mémoire, il me semble que c'est à peu près ça, une centaine de kilomètres d'épaisseur. Pour mémoire, je dirais que nos océans, là, ils ont maximum à peu près 10 km d'épaisseur. Là. Nos océans, ils ont quelques kilomètres d'épaisseur. Là, je peux confirmer, la fosse des Mariannes, c'est l'endroit le plus profond, environ 11 km de profondeur. Ça, c'est le record. Donc, en moyenne, 4-5 km de profondeur dans nos océans. Donc, c'est beaucoup moins. Exactement. Sur Europe, ça serait un océan d'à peu près 100 km d'épaisseur et un océan d'eau. Et là, qui dit eau dit possiblement vie. Fait qu'il y aurait possiblement de la vie dans l'océan d'Europe. Là, le problème qu'on a, c'est que cet océan est sous une épaisseur de 50 km de glace. Même sur Terre, là, nos mines, là, Mathieu va peut-être pouvoir même m'orienter un peu plus. Quand on creuse nos mines, c'est quelques kilomètres de profondeur. Là, on descend pas à des dizaines de kilomètres de profondeur dans nos mines. Fait qu'imaginez... De mémoire, c'est les Russes, je crois, qui ont réussi c'était rendu presque une expérience. Là, ils ont réussi à creuser, je pense, jusqu'à 10 km. Ça serait comme le record. Ça, hein? Là. C'est ça, exactement. Après, ça devient trop chaud et nos outils ne fonctionnent plus. Exactement. Fait imaginez si, parce que un des rêves qu'on a, c'est d'envoyer une sonde sur Europe qui va creuser 50 km de glace pour aller chercher des échantillons d'eau ou envoyer à la guerre un sous-marin qui se promènerait dans cet océan-là. Évidemment, c'est intéressant, Mathieu, de penser que sur Terre, on est au mieux capable d'atteindre 10 km de profondeur et c'est un exploit technique. Imaginez traverser 50 km de glace pour arriver dans l'océan. Fait qu'on pense, parce que notre conception, notre compréhension de la vie actuellement, c'est là où il y a de l'eau en liquide, là, en abondance, il y a probablement de la vie. Fait que probablement que sur Europe, il y a de la vie sous les 50 km de glace. Évidemment, on parle de vie, on ne parle pas de civilisation, de vie évoluée. En tout cas, on n'est surtout pas rendu là. On parle peut-être de micro-organismes ou peut-être d'être un peu plus développé. Mais chose certaine, c'est qu'on a peut-être découvert une place dans le système solaire où il y aurait de la vie, une vie marine, mais d'aller percer 50 km de glace, c'est un défi qui nous semble totalement hors de notre portée. Qui sait si dans un siècle ou deux, on n'aura pas les outils nécessaires, mais pour l'instant, c'est autre chose. Chose certaine, Europe est très intéressante parce que c'est peut-être l'un des premiers endroits où il y aurait de la vie dans notre système solaire, hormis la Terre, bien entendu. Donc, Io, une lune volcanique, Europe, une lune océanique où il y a de l'eau, de la glace. On voit déjà toute la diversité de lunes qu'il peut y avoir dans notre système solaire. Absolument. Imaginons maintenant dans notre galaxie. Là. Absolument. C'est très intéressant. Ensuite, la troisième, c'est Ganymède. À quoi ressemble Ganymède maintenant? C'est bien ce que tu viens de dire parce que ça fait un pont très, très bon avec ce qui en vient. Ganymède, c'est le plus gros satellite naturel du système solaire. C'est la plus grosse lune qui mesure 5200 km. Ganymède est plus gros que Mercure.
On pourrait dire que Ganymède, c'est une planète à part entière. C'est pas une planète parce qu'elle ne gravite pas autour du Soleil, mais elle a toutes les caractéristiques d'une planète. Comme les deux autres avant, là, s'ils étaient autour du Soleil, ce seraient des planètes et ce seraient des mondes extrêmement intéressants à plomer. Donc, Ganymède, c'est la Lune la plus grosse. C'est un monde géologiquement actif. C'est un monde, dans le fond, beaucoup plus intéressant que Mercure à étudier parce qu'il y a plein de phénomènes. Il y a une diversité de géologie, de cratères, de sol, etc. à étudier. Donc, quand on est allé, on a envoyé des sondes étudier Mercure, et d'ailleurs, il y a des sondes qui s'en viennent vers Mercure là, dans les prochaines années. Mercure, c'est un astre mort, alors que Ganymède, qui est un astre encore plus gros, lui, c'est un astre intéressant à vivre. On peut dire à peu près la même chose de Callisto, la quatrième lune galiléenne, qui mesure 4800 km, donc sensiblement la dimension de Mercure. Ça aussi, c'est un autre monde. C'est un monde inactif, c'est un monde géologiquement mort de ce qu'on en connaît, sauf que c'est peut-être un monde qui reflète ce que ça a été les premiers balbutiements des astres dans le système solaire. C'est peut-être comme une relique du passé, Callisto. Donc, tout ça pour dire, Mathieu, et là, je vais te rejoindre sur ton propos il y a quelques minutes, c'est qu'au début, là, il y a... Ben, moi, quand j'étais jeune, là, dans les années 60, là, les lunes des autres planètes, on ne s'y intéressait pas parce que c'était des petits points blancs dans le ciel au sujet desquels on n'avait aucune connaissance. Ce qu'on a découvert à partir des années 70-80, entre autres avec les sondes voyageurs et celles qui ont suivi, c'est qu'en réalité, il s'agit de monde à part entière, de, entre guillemets, planètes fort intéressantes à étudier, aussi intéressantes que Mercure, que Vénus, que Mars et autres. Ce sont des mondes où chacun a sa personnalité, chacun a ses caractéristiques. Et ce qui est intéressant, c'est un peu comme dans une population. Hein. Si vous avez un seul individu, ben, vous ne pouvez pas vraiment savoir c'est quoi les caractéristiques d'un individu. Si vous avez des dizaines d'individus, vous allez dire, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont gros, il y a des gens qui sont en santé, il y a des gens qui ne sont pas en santé. Le fait d'avoir un vaste étalage d'astres qui sont plus ou moins de la taille de la Terre dans la même catégorie, je dirais, ça nous apprendra énormément de choses sur qu'est-ce qui caractérise la Terre par rapport aux autres, quels sont les points communs. Certains de ces astres-là sont morts, donc ils sont conservés tels qu'ils étaient, comme quand on retrouve des vieilles momies égyptiennes. D'autres sont très actifs, on pense à Io où il y a beaucoup de volcans. Il y a donc une grande diversité d'astres qui sont dans la même catégorie que la Terre, et plus on va en apprendre sur eux autres, mieux on va apprendre de choses sur la Terre, qu'est-ce qui caractérise la Terre, qu'est-ce qui est le point commun entre tous ces astres-là. Il y a donc beaucoup de choses à apprendre sur ces astres-là. Moi, quand j'étais petit, on n'en parlait presque pas dans nos livres d'astronomie. Là. C'était des notes de bas de page, alors qu'aujourd'hui, avec les photos que nous ont envoyées les sondes, on a affaire à des planètes à part entière très, très intéressantes à étudier. Mm-hmm. Maintenant, si on poursuit notre route, on arrive à la planète Saturne. Saturne, encore une fois, tout comme Jupiter, elle a plusieurs satellites naturels, plus de 80. J'aimerais qu'on s'attarde sur deux d'entre eux, Titan et Encelade. D'abord, Titan, je pense que c'est une grosse planète, une grosse lune, encore une fois. Une grosse planète, disons-le de même. Titan mesure plus de 5000 km, hein, c'est-à-dire que c'est plus gros que Mercure, encore une fois. Là, et c'est un monde aussi fascinant parce que Titan est entouré d'une atmosphère qu'on appelle de diazote. Sur Titan, il y a beaucoup de méthane, il y a quelque chose qu'on peut difficilement imaginer sur Terre, là, des océans de méthane. Le méthane est liquide parce qu'il fait quelque chose comme moins 170 sur Titan. Il fait extrêmement froid. Il y a donc des océans de méthane liquide. Il y a des nuages de méthane. D'ailleurs, les Européens ont envoyé une sonde à Huygens qui s'est posée sur Titan il y a quinzaine d'années environ. C'est vraiment un monde fascinant parce que c'est une planète qui se compare un peu à la Terre. Il y a une atmosphère, il y a des océans liquides, mais pas d'eau, là, de méthane. Il y a des phénomènes chimiques et physico-chimiques qu'on a un peu peine à imaginer. C'est un monde très, très froid, mais c'est un monde aussi actif. C'est vraiment un monde absolument fascinant, mais qui est terriblement loin. Là. C'est loin, c'est Saturne. Là, donc, on a fait des explorations. Il y a une sonde qui est prévue pour aller éventuellement étudier Titan, parce que c'est comme si on prenait une planète, genre une planète comme Mars, par exemple, puis qu'on l'expédiait à l'autre bout du système solaire, où il fait très froid, où les conditions sont très différentes. Quel impact ça a? Et encore une fois, je reviens sur mon idée d'une population. Quand vous avez des individus qui vivent dans des milieux différents, ben, ça donne des résultats différents. C'est intéressant à étudier. Donc, ça aussi, Titan, quand j'étais petit, là, on n'avait pas de photos de Titan, on avait simplement un petit point, on savait à peu près la dimension, c'était tout.
Aujourd'hui, on a découvert un véritable monde actif sur lequel il y a des phénomènes chimiques et physiques, surtout chimiques, auxquels, pas qu'on a à peine à imaginer, mais il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Qu'est-ce qui se passe dans des océans de méthane? On ne pense pas qu'il y a de la vie, là, ce n'est pas des conditions nécessaires pour la vie, mais en même temps, il y a peut-être des phénomènes qui se passent assez inusités. Donc, c'est une planète intéressante. Tant qu'à Encelade, c'est intéressant parce que, d'une certaine façon, se compare à Europe. Je disais tantôt qu'Europe, c'est un astre entouré d'une couche de glace sous laquelle il y a un océan. On observe le même phénomène sur Encelade. Encelade et Europe mesure 3000 km de diamètre, à peu près le diamètre de la Lune. Encelade mesure seulement 500 km. C'est un astre beaucoup plus petit, mais entouré d'une couche de glace sous laquelle il y a un océan. Et ce qui est intéressant de cette couche de glace-là, c'est qu'il y a des fissures par lesquelles il y a de l'eau qui s'évapore. Il y a des geysers d'eau. Donc, on a théoriquement un peu plus accès à l'eau qui se passe sur Encelade. Et ce qu'on rêve, on l'a tenté, mais on n'a pas l'équipement nécessaire, là, mais on veut aller recueillir des portions d'eau du geyser pour analyser cette eau-là, dans laquelle il y a peut-être des micro-organismes vivants. Il y a peut-être de la matière vivante dans ces geysers-là. Sinon, il faudrait un jour aussi aller creuser la couche de glace qui mesure plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur pour avoir accès à l'eau qui est contenue autour de cette lune-là et voir un peu s'il y a de la vie. Fait que, ce qui est intéressant, hein, c'est que si on pense à Europe et Encelade, c'est des découvertes assez récentes d'il y a maximum 25 ans, je pense que c'est même plus récent que ça, où là, on a découvert 2 sites dans notre système solaire où il pourrait y avoir de la vie. Or, si moi je recule, là, quand j'étais jeune journaliste là, dans les années 80, là, on se disait la seule place où il y a peut-être de la vie ailleurs dans le système solaire, c'est Mars. Et encore là, peut-être, puis si c'était loin d'être certain d'ailleurs. Et entre-temps, on a découvert 2 autres sites intéressants, donc Europe et Encelade, où là, il y a toutes les conditions réunies pour qu'il y ait une vie marine. Donc, il y a peut-être possibilité de trouver de la vie extraterrestre au sein même de notre système solaire. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est hors de notre portée technologique, mais qui sait si les enfants qui naissent aujourd'hui ne verront pas ce genre de découverte-là quand ils vont être rendus adultes comme je le suis aujourd'hui. Fait que c'est quand même intéressant de penser que il n'y a pas si longtemps, on pensait que le seul endroit où il y avait de la vie dans le système solaire, c'était notre planète. Et là, aujourd'hui, on pense qu'il y a possiblement 2 autres planètes, 2 autres astres, sans nécessairement exclure Mars, les possibilités de vie microbienne sur Mars qui sont peu probables. On pense que sur Mars, il y a déjà eu de la vie, mais on ne pense pas qu'il y a de la vie actuellement active. Mais on pourrait être surpris. Eh oui. Eh bien, tu dis que près de Saturne, on commence à être loin. Bien, on va aller encore plus loin, aux abords de Uranus maintenant. Il y aurait environ une vingtaine de satellites naturels autour d'Uranus. J'en ai sélectionné un, Titania. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est évidemment le principal, le plus gros de la série. Titania mesure 1600 km, donc sensiblement peut-être pas tout à fait la moitié de notre Lune. Titania, on est aux confins du système solaire où il fait extrêmement froid. C'est un astre composé à moitié de roche et à moitié de glace d'eau. Moi, j'ai mis une hypothèse, c'est que quand on parle de comètes, on décrit souvent les comètes comme étant des boules de neige sale, c'est-à-dire un mélange d'eau et de roche. Et ça serait l'évaporation de l'eau et des grains de roche qui donnerait les fameuses queues spectaculaires que dégagent les comètes lorsqu'elles s'approchent du Soleil. Dans le cas de Titania, on a peut-être affaire à un astre, non pas une comète, là, mais un astre qui a un peu cette composition-là, s'il est composé à moitié de roche et à moitié de glace. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue géologique? La glace est un matériel quand même plus flexible, plus malléable que de la simple roche. Donc, un mélange de ces deux-là. Et une seule sonde en Voyageur 2 a passé auprès d'Uranus. Donc, elle a photographié très, très rapidement Titania. J'oserais dire qu'on sait à peu près rien de Titania, on a tout à découvrir. Donc, géologiquement parlant, c'est un astre très intéressant parce que qu'est-ce que ça donne, un mélange de 50% de roche, 50% d'eau, de glace? Et on pense que sur Titania, il pourrait y avoir un peu un phénomène peut-être plus ou moins semblable à Europe et à Encelade, c'est-à-dire que sous cette couche de glace-là, il pourrait peut-être y avoir un océan d'eau, donc de l'eau liquide. Mais là, c'est une pure hypothèse, on n'a aucune information. Quelle épaisseur de l'eau? Est-ce qu'il y a matière à y avoir
encore un lieu sensible à la vie, parce que là, les conditions sont très, très froides, on est très, très loin du Soleil. Donc, on a affaire à un astre au sujet desquels on connaît encore très, très peu de choses, mais qui, d'un point de vue géologique, est fort intéressant. Et peut-être même qu'on pourrait être surpris de dire que ça serait peut-être un site sur lequel il y a une possibilité de vie. Mais là, les conditions doivent être tellement différentes sur Titania qu'elles le sont sur Europe et Encelade, et évidemment tellement différentes que sur Terre que Dieu seul sait ce qu'on pourrait trouver, mais il y a beaucoup à apprendre sur ce satellite-là, mais qui est extrêmement loin et pas facile d'accès, mais qui sait si nos lointains descendants, dans 50 ans ou dans 100 ans, découvriront pas des choses. Je raconte ça parce que il y a peut-être des gens qui sont en notre écoute puis qui vont dire hey, « moi, ça me donne le goût d'aller explorer ces mondes lointains-là, et peut-être qui sait, dans 50 ans ou dans 100 ans, on fera des découvertes fort intéressantes. » Bien sûr. Ben oui, il reste tellement à découvrir à l'intérieur même de notre système solaire. Et on poursuit avec Neptune. Neptune qui a environ une dizaine de satellites naturels qu'on a pu observer. On commence à être très loin, dont un principal qui est Triton. Est-ce que tu peux nous en parler? Absolument. Triton est sensiblement les 2/3 de la Lune. Là. Il mesure 2700 km de diamètre. Je dis la Lune, 3500, donc même les 3/4 de la Lune. Triton présente une caractéristique un peu particulière. Il tourne autour de sa planète dans le sens inverse de à peu près tous les autres satellites, en tout cas tous les satellites importants. Toutes les planètes tournent, si on est, je pense, au-dessus du pôle Nord, toutes les planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je pense qu'ils tournent tous dans le même sens, en tout cas. Fait que, si ma mémoire est bonne, si on était du côté sud du système solaire, on verrait les planètes tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est une question de point de vue. Sauf que, et toutes les lunes tournent dans le même sens autour de leur planète, toutes les lunes principales. Mais ce n'est pas le cas de Triton qui tourne dans le sens inverse. Un peu comme notre lune se lève à l'est puis se couche à l'ouest. Bon, ben là, ça serait le sens inverse si elle tournait dans le sens rétrograde. Et Triton, donc, on pense que c'est une planète, une ancienne planète qui a été capturée par Neptune. Et c'est surtout, Triton a la même taille et sensiblement les mêmes caractéristiques que Pluton. Fait qu'on pense que c'est un astre, que c'est la sœur jumelle de Pluton, qui probablement autrefois gravitait autour du Soleil, mais qui aurait été capturé par Uranus. Donc, étudier Triton, c'est un peu comme étudier Pluton. Et à ce moment-là, c'est comparer les deux astres. Encore là, il y a une seule sonde qui qui s'est rendue jusqu'à Neptune, qui est la sonde Voyageur 2. Elle l'a photographié très, très rapidement. Donc, on sait très, très peu de choses de Triton. Sinon que, donc, c'est probablement la jumelle de Pluton. Et ça serait très intéressant. Pluton, évidemment, on se souvient qu'en 2015, on l'a survolé et on l'a étudié assez en détail, toute chose étant relative. Ça serait très intéressant d'avoir autant d'informations à propos de Triton. Puis là, de comparer deux astres qui ont la même taille, qui habitent à peu près le même coin du système solaire, qui ont probablement les mêmes origines. En quoi ils sont comparables, en quoi ils sont différents? Et étudier Pluton, c'est probablement étudier Triton. Étudier Triton, c'est probablement étudier Pluton. Donc, c'est un astre aussi fort intéressant, mais encore là, tellement distant qu'il n'est pas facile d'accès. Mais moi, je vous dirais qu'on a tout à apprendre de Triton, comme on a tout à apprendre de Titania et autres, parce qu'on en sait encore très, très peu. Mais ce sont des astres sur lesquels on a beaucoup à apprendre et qu'il y a sûrement des choses intéressantes. Peut-être que quelqu'un fera un balado dans 50 ans et dira hey, on a découvert plein de choses auxquelles on ne soupçonnait pas dans les années 2020. Puis on pourrait en parler de Pluton. Donc, aux abords de Pluton, je pense pas que c'est tout le monde qui sait que Pluton a 5 lunes, dont une lune en particulier qui est Charon, qui est une très grosse lune par rapport à la planète naine Pluton. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à venir jusqu'en 1976, on disait que Pluton n'avait aucun satellite naturel, aucune lune, parce qu'on ne les avait pas repérés. Et c'est en 1976 qu'on a repéré Charon. Et ce qui est intéressant, c'est que Pluton mesure environ 2400 km de diamètre, Charon 1200. Donc, Charon a la moitié de la taille de Pluton. Quand je disais tantôt au début du balado que la Lune, qui est le diamètre de la Lune, c'est le quart de celui de la Terre, c'était une exception dans le système solaire parce que les autres lunes sont beaucoup, beaucoup plus petites par rapport à leur planète. Là, on s'est fait déclasser en 1976 par Charon, par le système Charon-Pluton, où là, on a un as
et une Lune qui est la moitié de la dimension de l'astre. Pluton, 2400 km de diamètre, Charon, 1200. Et ça génère un phénomène très particulier. C'est que les deux planètes sont... On parlait tantôt que la Lune nous présente toujours la même face. Mais si on était sur la Lune, les gens qui sont sur la Lune verraient la Terre tourner sur elle-même en 24 heures. Dans le cas de Pluton-Charon, les deux axes, les deux planètes se font face mutuellement en permanence. Imaginez deux danseurs qui se tiennent par la main, là, face à face, tiennent par la main, puis ils tournent l'un autour de l'autre. Fait qu'eux se regardent, mais ils tournent l'un autour de l'autre, donc ils se font toujours face. Fait que c'est le même phénomène sur Pluton-Charon. C'est-à-dire que si vous êtes sur Pluton, vous allez toujours voir la même face de Charon, mais si vous êtes sur Charon, vous allez toujours voir la même face de Pluton. Okay? Vous ne verrez jamais la face cachée de Pluton sur Charon et vous ne verrez jamais la face cachée de Charon sur Pluton. Mais ça veut dire que si vous êtes sur la face du bon côté de Pluton, vous allez voir Charon dans le ciel, toujours au même endroit. Si vous êtes de l'autre côté, vous ne verrez jamais Charon. Charon reste toujours la même position dans le ciel de Pluton. La même chose sur Charon. Si vous êtes sur Charon du bon côté, vous allez voir Pluton dans votre ciel toujours au même endroit, mais si vous êtes de l'autre côté, vous ne verrez jamais Charon. On pourrait penser que s'il y avait eu des habitants sur ces mondes-là, où il n'y en a pas parce qu'il fait beaucoup trop froid, il y a des gens qui habitaient de l'autre côté n'auraient jamais su qu'il existe un autre astre. Alors qu'il y a des gens qui habitent du bon bord, ils auraient toujours vu le même astre à la même position dans le ciel. Donc, un système très particulier, c'est comme deux danseurs qui se tiennent par la main, qui se regardent yeux dans les yeux, se voient eux, mais s'il y avait quelqu'un dans le dos, ils ne le verraient pas. Là. Donc, on a un système vraiment prisonnier. Les deux sont fixes l'un par rapport à l'autre, ce qui est un système unique. Évidemment, une autre notion intéressante, c'est que les deux tournent pas... Charon ne tourne pas autour de Pluton, mais les deux tournent autour d'un centre de gravité qui est situé sensiblement à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que c'est comme les deux danseurs qui tournent autour d'un point, comme s'il y avait un axe au milieu des deux danseurs. Donc, Charon et Pluton sont tellement de masse semblable que l'un ne tourne pas autour de l'autre, mais les deux tournent autour d'un centre commun de gravité, comme deux danseurs. Donc, on a déjà une dynamique intéressante. Maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus sur Pluton, je vous recommande d'écouter le balado 14, où on faisait état de qu'est-ce que la sonde New Horizon a observé en passant auprès de Pluton et de Charon. Donc, plus d'informations. Mais grosso modo, on a affaire à un système binaire dans ce cas-là. Oui, c'est ça, si vous voulez en entendre. C'est le 5 août 2018, ça faisait un petit bout, balado numéro 14, Pluton, la reine des petites planètes. On en parle encore plus, évidemment, dans ce balado-là. Si vous ne l'avez pas écouté, c'en est un très bon, comme tous nos balados. Eh bien, ça complète notre survol des lunes, des satellites naturels du système solaire. C'était bien intéressant. Je me sentais un petit peu dans la chaise de l'auditeur même dans ce balado-là. Eh bien, je terminerai avec quelques petites questions parce que c'est vraiment des mondes à découvrir, les Absolument. lunes. Et je me demandais, est-ce qu'il serait possible... c'est une question qui a été soulevée. Là. Est-ce qu'il est possible qu'un satellite naturel ait son propre satellite naturel à lui? Là? Est-ce qu'une lune peut avoir une autre lune? C'est une bonne question. Probablement. En fait, on n'en a pas encore découvert. Ce qu'on a découvert, qui est assez amusant, c'est qu'il y a des astéroïdes, donc des petites planètes qui mesurent des fois quelques kilomètres de diamètre, qui tournent autour du Soleil comme les planètes principales, qui ont leur propre petit satellite. D'ailleurs, un exemple de ça, puis on va bien le voir dans quelques mois, la sonde DART que la NASA a lancée l'automne dernier et qui va aller percuter un astéroïde, bien cet astéroïde-là, il est en orbite autour d'un autre. Donc, il y a déjà des astéroïdes qui possèdent leur propre petite lune. D'ailleurs, la sonde Galilée avait photographié un bel astéroïde avec lequel il y avait un petit astéroïde, une petite lune. Dans le cas des lunes autour des planètes, bien évidemment, c'est pas impossible. C'est juste que l'attraction de la planète est telle que si ça se produit, peut-être que la planète s'empare elle-même de la petite lune qui graviterait autour d'une lune pour en faire sa propre lune. À ma connaissance, on n'a pas d'exemple où ça existe, mais c'est pas impossible que ça existe, que par exemple, une des lunes de Jupiter ou de Saturne aurait sa propre petite lune, mais on n'en a pas encore repéré. Mais évidemment, ça peut être des objets très petits qui mesurent peut-être des fois quelques centaines de mètres, ce qui fait qu'ils n'apparaîtraient pas sur les photos. Mais qui sait si un jour on ne découvrirait pas une lune de lune? Peut-être qu'il faudra inventer un nouveau terme astronomique à ce moment-là. C'est pas impossible, on n'en connaît pas encore. OK. Puis comme moi, j'aime beaucoup rêver.
Claude, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il serait plausible qu'il y ait de la vie, une vie évoluée là, sur une lune, quelque part dans notre galaxie, par exemple? La réponse est très certainement oui, parce que dans notre galaxie, il y a tellement de possibilités. En préparant le balado, je me suis rappelé que j'avais lu un article, et je ne sais pas si c'était une hypothèse ou c'était un fait, c'est que je pense soit qu'on aurait découvert ou qu'on songe qu'on pourrait découvrir. Imaginez un système où vous avez une étoile comme le Soleil, vous avez une grosse planète comme Jupiter, autour de laquelle se trouve une Terre, une planète comme la nôtre. La planète Jupiter étant beaucoup trop grosse, il n'y a pas de vie sur cette planète-là, mais sur la Terre qui serait autour de cette Jupiter-là, là, il y aurait de la vie. Et cette Terre-là, ce serait une lune, hein? C'est une planète qui tourne, c'est un astre qui tourne autour d'une planète. Donc, et la question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai lu ça comme étant une hypothèse ou on pense l'avoir observé ou on pense qu'on va le découvrir un jour? Mais il est très plausible que dans certains systèmes solaires, vous ayez une grosse planète à la Jupiter autour de laquelle se trouve une planète sur laquelle il y a de la vie, tout à fait. En fait, là, on en a parlé dans d'autres balados, mais une des grandes leçons, une des grandes découvertes qu'on a faites depuis 25 ans dans les exoplanètes, c'est que à l'origine, on pensait que ce qu'on trouverait surtout autour des autres planètes, ce serait des systèmes solaires organisés plus ou moins semblables à notre système solaire à nous, c'est-à-dire une étoile autour de laquelle se trouvent des petits astres rocheux plus ou moins semblables à Mars, Vénus, Terre, Mercure, et des planètes géantes à grande distance. C'était le modèle qu'on avait, c'est notre modèle à nous. Or, ce qu'on a découvert depuis 25 ans, c'est toutes sortes de variations possibles et inimaginables, sauf la nôtre. On n'a pas encore découvert de système solaire assez semblable au nôtre. On a découvert des systèmes où il y a des grosses planètes géantes qui sont collées sur leur étoile. On a découvert des systèmes multiples. On a découvert toutes sortes de choses. Mais un système solaire semblable au nôtre, on n'en a pas encore découvert. Et pourtant, c'est ce qu'on pensait qu'on trouverait le plus fréquemment. On n'est pas surpris d'avoir découvert d'autres formules possibles parce qu'on savait qu'il y avait d'autres formules possibles, mais on s'attendait que notre formule à nous se retrouve de temps en temps. Tout ça pour dire que de penser qu'il pourrait y avoir des planètes autour de lesquelles il y a des lunes, sur lesquelles il y a une vie, peut-être une vie abondante, peut-être une civilisation, c'est tout à fait possible que ça existe. C'est pour ça que des fois, on peut découvrir une planète Jupiter, on dit, ben là, c'est une grosse planète sur laquelle il ne peut pas y avoir de vie, mais autour de cette planète-là, il y a peut-être des lunes. Même dans notre système solaire, on parlait d'Europe et d'Encelade, ce sont deux lunes ordinaires sur lesquelles il y a peut-être une vie marine. C'est déjà un petit exemple. Fait que qu'est-ce qu'on va découvrir autour de d'autres étoiles? Prenons juste des étoiles qui ne sont pas très loin de nous, là, qui sont à quelques années ou quelques dizaines d'années-lumière de nous. Il y a plein de possibilités et comme ces étoiles-là ne sont pas très, très distantes, on peut les observer beaucoup plus en détail, entre autres avec le fameux télescope Webb qui est en train de se déployer à l'heure où on se parle. Qui sait si on ne découvrirait pas effectivement des mondes fort intéressants de dire on a découvert une grosse planète autour de laquelle il y a une lune d'une taille assez intéressante, d'une taille semblable à la Terre. Une planète autour de laquelle il y aurait une atmosphère et possiblement de l'eau liquide. Et s'il y a de l'eau liquide, il y a une atmosphère, il y a peut-être de la vie. Fait que probablement qu'il y a des gens... Imaginez, là, si la Terre, au lieu de tourner autour du Soleil, tournait autour de Jupiter et qu'on avait comme ça une vue extraordinaire, parce que Jupiter, c'est une très belle planète, très spectaculaire à observer par rapport à notre Lune, qui est un astre gris qui ne change pas. On aurait eu une vue fantastique si on avait pu voir, si on avait été ce genre de site-là. Bien, probablement que ça existe ailleurs dans l'univers, bien, surtout dans notre galaxie, et peut-être même pas très loin de chez nous, à quelques années-lumière, à quelques dizaines d'années-lumière de nous. Au début du balado, tu parlais de la relation spéciale qu'on a avec notre Lune. Imagine, admettons, une Lune qui a de la vie abondante quelque part dans notre galaxie. Quelle relation on doit développer avec cette planète qui prend une place énorme dans le ciel? Hein? Ça doit être absolument une perspective. Ben, tu sais, on peut penser, là, si on était sur Europe, par exemple, on aurait dans notre ciel en permanence Jupiter. Jupiter, une planète absolument spectaculaire à observer. Si on se retourne à l'époque des anciens, là, à l'époque des Égyptiens ou des Grecs ou des Romains qui se posaient des questions par rapport à notre Lune,
qu'est-ce qu'une civilisation comme ça aurait pensé si dans son ciel, il y a une planète à la Jupiter qui est omniprésente, alors qu'eux sont sur un petit monde? Ça aurait tout changé leur conception de l'univers. Je parlais dans un balado précédent sur celui sur Vénus qu'on a publié l'automne dernier. Je parlais que sur Vénus, les gens ne voient pas, s'il y avait des Vénusiens, s'il y avait de la vie sur Vénus, ils ne verraient pas le ciel parce que la planète est entourée d'une couche opaque de matière. Ils n'auraient pas su qu'il y a un univers au-dessus de ces nuages-là. Dans le cas des gens qui habiteraient sur Europe, par exemple, qui auraient eu sous les yeux une Jupiter, une planète en transformation, parce que dans Jupiter, c'est une atmosphère très turbulente. Il y a des ouragans, il y a des taches, il y a toutes sortes de phénomènes. Ça aurait été toute une autre vision de l'univers. Tout ça pour dire que la vision qu'on a de l'univers est conditionnée par le monde dans lequel on est. Nous, sur Terre, on a vu qu'il y avait une Lune pendant longtemps, pendant des millénaires. Ça nous a intrigués. On s'est demandé, c'est quoi cet objet-là? Il est à quelle distance de nous? D'ailleurs, comme j'ai rapporté dans un balado, moi, quand je regarde la Lune, je me demande toujours comment je ferais pour savoir si cette Lune-là est dans notre atmosphère à quelques dizaines de kilomètres d'altitude ou elle est très, très, très loin. Là, moi, la regardant, je ne peux pas savoir. Fait que la Lune nous a intrigués. La Lune nous a probablement encouragés à explorer l'espace. Et si on avait été autour de Jupiter, on aurait eu une toute autre vision de l'univers. Peut-être qu'on n'aurait pas eu la vision égocentrique qu'on a de dire « nous sommes le centre de l'univers ». Quand je parle de vision égocentrique, dans toute l'histoire de l'humanité, d'une façon ou d'une autre, on se pense au centre de l'univers. On se pense la créature divine, on se pense que tout tourne autour de nous. Puis même, j'oserais presque dire que chacun dans notre petit univers, c'est vrai pour Mathieu, c'est vrai pour moi, on se pense un peu le centre de l'univers, même si on n'ose pas trop se l'avouer. On a cette conception-là, puis c'est peut-être dû au fait qu'on habite l'univers, le monde dans lequel on habite. Bien, merci Claude de nous avoir fait rêver comme ça à d'autres mondes. On en a bien besoin ces temps-ci. Bien, merci beaucoup Claude pour cet excellent balado. Ben, ça me fait plaisir. Puis tout ça pour dire, on habite un univers absolument fantastique, absolument fascinant. On parle des exoplanètes, mais même plus proche de nous, il y a plein de mondes fascinants à explorer, puis c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois, prochaines années avec notre balado. Et on vous encourage à faire de même. En fait, pour employer une expression commune, mais qui est un peu péjorative, faites vos pas de recherche. Il y a plein de choses intéressantes à découvrir. Je vous invite à aller aimer notre page Facebook Voyage dans l'espace. Pour nous soutenir, bien c'est sur notre page patreon.com Voyage dans l'espace. Pour nous soutenir donc financièrement, merci beaucoup à tous nos patrons, toutes nos patronnes, oui. C'était donc moi-même, Mathieu Rancourt à l'animation, Claude Lafleur au contenu, Florent Meunier au montage et Laurent Runigo aux médias sociaux. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.